On va bienvenue à tout le monde. Là, vous êtes 28, c'est super. Et l'idée de ce webinaire, c'est de faire connaître la Semaine nationale de la dénutrition. D'une part, en vous présentant un petit mot sur ce que c'est que la dénutrition, mais je pense que ce sera plus un rappel que pour beaucoup d'entre vous, mais surtout le bilan de l'année 2025 et comment participer en 2027. Donc, la Semaine nationale de la dénutrition, en fait, elle a lieu en France tous les ans depuis 2020. Et vous allez voir avec le bilan que va vous présenter Alan Fossani que l'ampleur de cette semaine augmente d'année en année, ce qui est assez satisfaisant, avec comme vraiment objectif de sensibiliser sur la question de la dénutrition. Première diapositive. Alors, la dénutrition, vous le savez tous plus ou moins intuitivement et d'autres ont beaucoup plus de connaissances, mais c'est quand il y a une inadéquation, quand on mange pas assez par rapport à ses besoins en nutriments. Donc ça arrive le plus souvent quand on a des problèmes de santé, on verra ça plus tard. En majorité, c'est dans ces situations-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange pas assez par rapport à ses besoins? En fait, on va être obligé d'aller puiser dans ses réserves l'énergie, les nutriments qu'il nous faut pour faire fonctionner l'organisme. Et les réserves, c'est d'abord le tissu adipeux. Le problème, c'est que bon, on peut avoir plus ou moins de tissu adipeux, mais le problème, c'est que finalement, le tissu adipeux, il n'est pas très facile à mobiliser rapidement. Il peut libérer de l'énergie sur des temps longs, mais en situation de crise ou des pathologies aiguës, en fait, le tissu adipeux ne va pas pouvoir répondre à ça. Puis surtout, il ne peut pas libérer d'acides aminés et de protéines qui sont essentiels au fonctionnement des organes. Et donc, l'organisme va se tourner plutôt vers le muscle pour aller chercher des protéines, des acides aminés qui vont pouvoir se retransformer en d'autres protéines et puis aussi en énergie. Les acides aminés, ça peut se transformer en glucose pour passer le cap. Mais le problème, c'est que quand on va puiser dans ces muscles, on perd de la masse et on perd de la force musculaire. Qu'est-ce qui se passe quand on perd du muscle? D'abord, on est fatigué. Et puis, on a des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire des capacités de mouvement, de préhension, de monter des escaliers, etc., qui sont diminuées. Il y a un risque de chute. Et puis, d'autre part, par des mécanismes qui sont assez complexes, la perte de muscle s'accompagne d'une baisse de l'immunité, ce qui fait qu'on attrape plus facilement des infections et que ces infections, elles sont plus graves et plus prolongées. Et puis, la perte de la masse musculaire, qu'on peut aussi appeler sarcopénie, c'est aussi associé aux complications médicales et chirurgicales d'autres pathologies. Tout ça, c'est associé à une augmentation des hospitalisations, une augmentation des décès, et puis globalement des coûts de santé, puisqu'il y a plus de complications médicales. Prochaine diapositive. Les critères diagnostiques de dénutrition, ils ont été revus à l'international et puis en France en 2019 pour l'enfant et l'adulte et en 2021 pour la personne âgée. Et pour faire un diagnostic de dénutrition, il faut 2 critères. Au moins un critère dit phénotypique, c'est-à-dire clinique, qu'on peut mesurer, et puis un critère étiologique, ça veut dire une bonne raison d'avoir une dénutrition. Et donc, dans les critères cliniques, il y a 3 types de critères. La perte de poids, plus de 5% en un mois, plus de 10% en 6 mois, plus de 10% par rapport au poids habituel avant la maladie. Ça, c'est un point important. Ça veut dire que quelquefois, avec certaines maladies, on va perdre du poids très progressivement, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas devenir une dénutrition. Ensuite, ça peut être un critère de maigreur qui est défini par un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 chez l'adulte et inférieur à 22 chez la personne âgée. Et puis, je vous dis, la dénutrition, c'est vraiment une affaire de muscles. Et donc, dans ces dernières définitions de la dénutrition, les paramètres musculaires sont importants. C'est-à-dire, chez l'adulte, c'est une diminution soit de la masse, soit de la force, soit de la vitesse de marche, de la force musculaire ou de la vitesse de marche. Et chez la personne âgée, c'est vraiment les critères de sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire et de la force musculaire. Donc,
au moins un de ces critères suffit. Et pourquoi c'est aussi compliqué finalement de faire un diagnostic de dénutrition? Parce que quand on fait un diagnostic d'hypertension artérielle, ben, on a un critère, c'est la tension artérielle. Quand on fait un diagnostic de diabète, ben, on utilise la glycémie. Là, en fait, on essaye d'avoir des données qui s'approchent le plus du muscle. Mais comme ce n'est pas très facile de mesurer le muscle en pratique clinique, ben, on utilise des critères plus accessibles que sont la perte de poids. Quand on perd du poids, ben, on perd du muscle. Et quand on est maigre, ben, on n'a aussi pas beaucoup de muscles. Et puis après, il y a les paramètres musculaires. Et donc, il faut au moins aussi une bonne cause d'avoir une dénutrition. Et ça, c'est en fait, les critères sont assez vastes pour être très faciles à utiliser. C'est premièrement une diminution des apports alimentaires. Donc, c'est sûr que ça, c'est une bonne raison de se dénutrir. Et puis, c'est souvent des pathologies qui peuvent être aiguës, qui peuvent être chroniques, et tout particulièrement le cancer où la dénutrition est très fréquente. Et puis finalement, moins souvent, mais avec des dénutritions qui sont plus sévères, c'est les problèmes de malabsorption, c'est-à-dire que le tube digestif n'est plus capable d'absorber les médicaments. Par exemple, si on vous a enlevé plusieurs mètres de grêle et que vous avez un intestin grêle très court, bah, vous ne pouvez plus absorber. Et puis, ou alors, quand vous avez plus d'enzymes pancréatiques, par exemple, pendant la pancréatite chronique, bah, vous mal absorbez aussi vos nutriments. Donc ça, c'est moins souvent, mais ça donne des dénutritions très sévères. Mais l'idée, ce qui est important, c'est qu'on associe la dénutrition à le fait de moins manger, de perdre de l'appétit, donc de perdre ses apports alimentaires, et à la maladie. Prochaine diapositive. On a aussi des critères de diagnostic en pédiatrie. Mais tu peux passer ça parce qu'on on va pas s'appesantir sur la pédiatrie. Prochaine diapositive. Ce qui est vraiment important de passer comme message, par exemple, c'est qu'on peut être dénutri et en surpoids ou en situation d'obésité ou d'ailleurs encore en poids normal. Donc, il faut bien garder en tête que l'obésité, c'est un excès de tissu adipeux, trop de gras, et la dénutrition, c'est pas assez de muscles. Donc, on peut très bien avoir les deux en même temps. Donc, vous voyez sur le personnage de gauche, qui est, disons, de poids normal, il a des muscles vraiment très costauds, et il a un petit peu de masse grasse. Et si vous regardez en dessous de ce personnage, tout à fait à gauche, une coupe de cuisse en IRM, et ben vous voyez que la surface musculaire qui est grisée, qui est parfaitement homogène, occupe presque toute la surface de la cuisse. Il y a un petit bout de tissu, un liseré de tissu adipeux blanc autour du muscle. Et puis au milieu, là, vous voyez le fémur. Et puis, d'autre manière, si vous faites un scanner abdominal et que vous colorez en rouge les surfaces musculaires, vous voyez que là, la masse musculaire, elle est importante, surtout autour des vertèbres, hein, c'est les muscles paravertébraux, et puis aussi au niveau des muscles intercostaux. Et il y a en jaune, le gras, il n'y en a pas beaucoup. Au contraire, le personnage de droite, qui est en surpoids ou en situation d'obésité, il a beaucoup de gras sous le tissu adipeux, et puis il a des petits muscles, et vous voyez qu'il y a un petit bout de gras à côté du muscle. En fait, il y a du gras dans le muscle. Et c'est ça qui pose problème, en fait, en plus. Vous voyez sur sa coupe de cuisse en dessous, en IRM, la surface musculaire, elle est réduite. Il y a beaucoup de tissu adipeux autour. Et puis surtout, le gras, le blanc, il s'infiltre à l'intérieur des muscles, entre les faisceaux musculaires. En fait, il rentre même jusqu'à l'intérieur des fibres musculaires. Si vous les mettez au microscope, il y a des petites gouttes de gras. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas bon pour la qualité musculaire et ce n'est pas bon pour la fonction musculaire. Il y a beaucoup moins, le gras, ça se contracte pas très bien. Et cette même personne, si on lui fait un scanner à droite, et en fait, la masse musculaire, elle est aussi tout à fait réduite, ce qui est en rouge. Et par contre, il y a beaucoup de tissu adipeux dans le ventre. Et donc ça, c'est vraiment typiquement le surpoids ou l'obésité sarcopénique ou associée à une dénutrition. Donc, c'est important parce que les personnes qui sont en surpoids ne sont pas identifiées comme dénutries parce qu'on passe devant et on dit « Oh là là, ils ont des réserves ». Oui, ils ont des réserves de tissu adipeux, mais ça ne suffit pas pour survivre. Il faut aussi des bons muscles. Prochaine diapositive.
La dénutrition, on a estimé que ça concernait à peu près 2 millions de personnes en France, du petit bébé jusqu'à la personne âgée. C'est important qu'il n'y ait pas que les personnes âgées qui sont ciblées par les dénutritions. Ce sont des petits-enfants qui sont malades, des adolescents qui sont malades, des jeunes adultes qui sont malades. Et donc, ce chiffre, il a été obtenu par un calcul de nombre de personnes hospitalisées par an, du nombre de fois où ils étaient hospitalisés et de la prévalence de la dénutrition à l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est intéressant de vérifier ces chiffres. Prochaine diapositive. Et vous voyez qu'on a pu travailler avec l'assurance maladie qui a pu nous dire le nombre de personnes qui avaient été remboursés d'au moins un complément nutritionnel oral en 2022. Ça veut dire que, a priori, ils ont été identifiés comme dénutris et donc pris en charge. Et vous voyez qu'on sait que la dénutrition, c'est une maladie qui est très peu, sous-diagnostiquée, donc sous-prise en charge. Et donc, le 1,3 million d'assurés qui ont été remboursés d'au moins un CNO, ça pourrait assez bien coller avec les 2 millions de personnes dénutries en France. L'autre point qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est que ça atteint les enfants. Vous voyez, 2% de la population qui avait reçu un CNO avait 17 ans ou moins de 17 ans. Et puis après, ça augmente avec l'âge. Et évidemment, la catégorie des 85 ans et plus est la plus représentée. Et là, dans le travail de l'assurance maladie, ils nous ont montré que les 65 ans et plus représentent plus d'1 million d'assurés à avoir un remboursement de CNO en 2022. Prochaine diapositive. L'autre travail, ça avait été d'identifier à l'échelle nationale du nombre de personnes hospitalisées pour qui il y avait eu un diagnostic de dénutrition codé pendant le séjour. Et donc là, il s'agit de 600 000 personnes hospitalisées au cours de l'année 2022. Et on revoit la même distribution selon l'âge. Il y a des petits-enfants, vous voyez, à partir de 1 an, de 1 an à 17 ans. Et puis après, ça augmente avec l'âge aussi. Et vous voyez, 85 ans et plus, ça représente le plus de personnes codées dénutrition. Mais ce qui apparaît là de façon importante, c'est que la moyenne nationale à l'échelle des hôpitaux, c'est 9% des patients hospitalisés en court séjour qui ont eu un diagnostic de dénutrition. Et ça, on sait que ce n'est pas possible. Il n'y a pas une étude à l'hôpital qui montre moins de 30% de personnes dénutries. Ça veut dire qu'à l'hôpital, il n'y a qu'une personne sur 3 au mieux qui est identifiée comme dénutrie et codée. Donc ça souligne encore l'insuffisance du dépistage et du diagnostic et l'insuffisance de la prise en charge de la dénutrition. Prochaine diapositive. On va passer sur celle-là. Voilà. Alors pour autant, ce qui est important, donc, c'est de dire que oui, la dénutrition, c'est fréquent. Il y en a beaucoup en France. Et le plus important, c'est de savoir que ça vaut le coup de la dépister, de la traiter, parce que ça améliore le pronostic des patients. Alors, il y a différentes études qui ont été faites. Le niveau de preuve augmente avec le temps. Et cette étude-ci, qui a été faite à l'hôpital, montre bien les bénéfices qu'on peut avoir à avoir une prise en charge nutritionnelle adaptée pour des patients dénutris. Donc, cette étude, elle a été faite à l'échelle de 8 hôpitaux en Suisse. Ils ont identifié avec un outil de repérage les patients qui étaient à risque de dénutrition ou dénutris. Et à ces personnes-là, ils ont proposé une intervention individualisée, rapprochée ou les soins usuels. Et donc, vous voyez sur les histogrammes de droite, le pourcentage de patients qui atteignent leurs besoins énergétiques en haut, protidiques en bas, en fonction de l'intervention. Donc, les patients, ils arrivent à l'hôpital, ça se passe sur les 8 à 10 premiers jours de l'hospitalisation. Évidemment, vous voyez en haut ici, là, dans les soins usuels, il n'y a que 30% des patients qui atteignent leurs besoins énergétiques et disons 35% qui atteignent leurs besoins protéiques en bas dans le groupe de soins usuels, mais avec une intervention diététique rapprochée, c'est-à-dire une diététicienne qui allait tous les 2 jours
adapter l'alimentation et celle qui était sur les plateaux de repas venant de la cuisine et des choses en plus, des collations, potentiellement des compléments nutritionnels oraux, et cetera. Dès le premier jour, on passe à 55 des patients qui atteignent leurs besoins énergétiques et protéiques. Donc quand on dit à l'hôpital: «Bah oui, mais ils mangent pas, c'est normal, ils sont fatigués, ils sont malades, on peut rien faire», c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on peut très bien améliorer l'alimentation des personnes malades et qui n'ont pas beaucoup d'appétit avec une intervention nutritionnelle. Et vous voyez que ce bénéfice de la nutrition, de l'intervention nutritionnelle, il persiste pendant les 10 jours de l'hospitalisation, à la fois sur le plan énergétique et protéique. Et les conséquences cliniques sont très claires, puisque à 1 mois, le groupe intervention, en rose si vous voulez, a eu moins de complications pendant l'hospitalisation, de manière significative, a moins perdu d'autonomie pendant l'hospitalisation, a une meilleure qualité de vie et significativement moins de décès à 1 mois. Donc vous voyez l'impact, important et rapide, d'une prise en charge nutritionnelle. Si on fait rien de spécial, il y en a 7 qui décèdent. Si on intervient, pardon, il y en a 7 qui a eu de décès avec une intervention et 10 dans le groupe contrôle, ça fait, une, différence de quasiment 30 de décès à 1 mois. Prochaine diapositive. Là, je vais passer la parole à Alan. Merci Agathe, merci pour ces précisions sur la dénutrition. C'est vrai que c'est important de bien comprendre de quoi on parle quand on veut bien sensibiliser. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Alan Fossani et je suis le coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition. Et je vais plutôt vous présenter comment vous pouvez vous engager à l'occasion de la semaine et puis quels sont les outils, quelles sont les opérations auxquelles on vous propose de prendre part pendant cette prochaine édition de la semaine de la dénutrition qui donc se tiendra du 16 au 22 novembre prochain. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire un retour sur la précédente édition de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc c'était la cinquième édition puisque la semaine existe depuis 2020. Pourquoi faire un retour? Eh bien, pour vous montrer l'engouement qu'il y a eu l'année dernière. C'est une année record, hein. On a eu plus de 3200 organisations qui se sont enregistrées sur la plateforme de labellisation du collectif. Donc ça veut dire qu'il y a eu 3200 organisations au moins, puisqu'on sait que tout n'est pas déclaré, qui ont participé à la Semaine nationale de la nutrition. Au total, ça fait plus de 3700 projets qui concentrent 20 000 actions et on estime qu'on a touché directement plus d'1 million de personnes. C'est ce chiffre, en fait, c'est le cumul des déclarations des participants à la semaine de la dénutrition. Et donc, au total, on a envoyé plus de 2000 kits de communication et ça correspond à 1,5 million de flyers au total. Donc, on est évidemment très satisfait et très heureux de ces chiffres, hein. Ça prouve vraiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que ça mobilise aussi énormément, que le sujet de la nutrition mobilise beaucoup. Et donc j'en profite aussi pour remercier ceux et celles qui ont participé la semaine dernière pour votre implication dans la semaine. Alors, si on se parle un peu plus de la semaine nationale 2026, concrètement, qu'est-ce que c'est la semaine? Rapidement, c'est une semaine d'action dans toute la France avec les acteurs du médico-social et du sanitaire, bien entendu, mais aussi de nombreux autres secteurs qui prennent part à cette semaine pour lutter, pour sensibiliser à la lutte contre la dénutrition. Alors, donc on l'a déjà dit, ce sera du 16 au 22 novembre et vous pouvez y prendre, vous pouvez y participer, peu importe votre région, hein, que ça soit en France métropolitaine ou en France ultramarine. La Semaine nationale de la dénutrition, elle est soutenue par un certain nombre d'acteurs institutionnels et publics, donc le ministère de la Santé, bien sûr, et puis aussi l'assurance maladie, l'assurance retraite, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et on a aussi on est aussi très satisfait du fait que la dénutrition apparaisse dans le dernier PNNS, le PNNS 5, qu'elle apparaisse plusieurs dizaines de fois. C'était pas le cas dans les précédentes éditions. Donc on est aussi ravi de voir que la semaine porte ses fruits et que il y a vraiment un coup de projecteur de plus en plus large qui est mis sur cette maladie.
Alors, la semaine nationale, elle s'adresse à beaucoup d'acteurs. En réalité, il y a les acteurs qui participent à la semaine viennent un petit peu de tous les horizons. Alors, bien entendu, la semaine, elle est particulièrement bien identifiée hein, dans les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux ou les cliniques ou les établissements médico-sociaux, donc les EHPAD et les résidences autonomie ou les foyers, par exemple. Mais on a aussi beaucoup d'acteurs du privé, donc des entreprises. On a des entreprises de la restauration collective. On a aussi quelques sociétés qui sont spécialisées dans la vente de matériel médical. C'est assez large aussi. Vous avez également des associations qui se mobilisent, des associations d'envergure nationale comme France Alzheimer, mais aussi des plus petites, des associations plus locales, plus territoriales. Et puis, on a aussi des professionnels du premier recours qui est une population assez stratégique, hein, puisque directement en contact avec le grand public. Donc, je pense par exemple aux pharmacies ou encore aux médecins généralistes. Donc, vous voyez, vraiment, la semaine, elle s'adresse à un vaste panel d'acteurs. C'est vraiment tous les acteurs qui souhaitent s'engager dans la lutte contre la dénutrition. Alors, quelles sont les actions qui peuvent être menées à l'occasion de la semaine? Eh bien, il y a aussi toute une typologie d'actions existantes. L'année dernière, on a beaucoup eu d'actions pendant les repas, donc ça peut être des confections de recettes avec des résidents, ça peut être un discours sur la dénutrition pendant les repas des résidents, par exemple, ou ça peut être des ateliers culinaires participatifs. Il y a aussi beaucoup d'actions de communication qui sont menées à l'occasion de la semaine. Alors, les actions de communication, ce sont si vous avez jamais participé à la semaine, ça peut peut-être être des actions qui sont bien pour débuter, puisque ça peut être la distribution de flyers depuis un stand, ça peut être l'affichage sur les murs, dans les couloirs d'un établissement, ça peut être aussi de la communication numérique. Enfin, c'est aussi très large et ça demande peu de ressources. Il y a aussi des actions de sensibilisation qui existent. Donc ça peut être des colloques ou des conférences à différentes échelles, des actions de formation, des actions de prévention et aussi des actions de dépistage avec par exemple des stands pour tester la force de préhension. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. Le message qu'on veut faire passer, c'est que même si votre action n'est pas menée pile dans la fenêtre de la Semaine nationale de la dénutrition, eh ben c'est pas grave. Vous pouvez quand même la déposer et vous inscrire sur le site du collectif pour qu'elle puisse apparaître sur la carte et pour qu'on puisse la comptabiliser comme faisant partie de la semaine. Et vraiment, on vous incite à déposer toutes les actions que vous comptez mener sur le site de la plateforme. Toutes les actions comptent, hein, il faut vraiment pas se censurer parce que vous avez peu de moyens ou peu de ressources. Faites vraiment faites du coup humain, faites avec ce que vous avez et ça sera très bien. Alors pourquoi vous engager pendant la semaine nationale de la dénutrition? Eh bien parce que la semaine nationale de la nutrition, elle met un coup de projecteur sur une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes en France. On l'a vu un peu plus tôt et ce chiffre est très certainement sous-estimé. Vous prenez aussi part à un réseau, donc on l'a vu, hein, de plusieurs milliers d'acteurs qui se mobilisent chaque année. Donc c'est aussi bien des primo-participants que des réguliers, des fidèles de la semaine de la dénutrition. C'est aussi l'occasion de se former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, de l'enfant à la personne âgée en perte d'autonomie. Donc vous verrez, on va en parler un peu plus tard, mais on a aussi beaucoup de webinaires qui sont donnés à l'occasion de la semaine et qui permettent vraiment d'aborder la dénutrition dans toutes ses facettes et sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Et puis, s'engager dans la semaine nationale de la dénutrition, c'est aussi participer à une prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition et et ça sert notamment à lutter contre les idées reçues, que ça soit qu'il soit normal de maigrir en vieillissant, qu'on ait besoin de moins de protéines en vieillissant. Eh bien, ces idées reçues empêchent le repérage de la dénutrition. Donc voilà, il y a plein de raisons de s'engager et vous inscrivez dans une dynamique une dynamique de long terme et une dynamique nationale.
Alors, en plus de toute cette partie mobilisation citoyenne, il y a aussi de nombreuses opérations thématiques hein, qui sont proposées, qui sont faites à l'initiative du collectif pendant la semaine. Vous avez notamment l'opération cuisine ouverte qui a vraiment pour objectif de mettre en valeur le secteur de la restauration collective et l'importance de la cuisine, de l'alimentation dans la prévention et la prise en charge de la dénutrition. Alors, concrètement, l'opération cuisine ouverte, on vous propose de cuisiner une recette avec des résidents. C'est une opération qui se destine principalement aux résidences et aux résidences autonomie et aux EHPAD, pardon. On vous propose de cuisiner, en impliquant vos résidents, des recettes enrichies en vous appuyant sur des exemples qu'on mettra en ligne sur le site du collectif. Cette année, on va mettre en ligne une liste d'économas salés et une liste d'économas sucrés. Et donc, vous pourrez vous inspirer de ces listes pour créer votre propre recette. Et puis, vous pouvez vous la réaliser pendant la semaine. Et une fois que vous l'avez réalisée, eh bien, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Donc, en faisant ça, eh ben, c'est déjà une action pour la Semaine nationale de la dénutrition. C'est une action que vous pouvez labelliser en cochant l'opération cuisine ouverte sur la plateforme. Et puis pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, en plus de toutes ces actions, en plus de ça, eh bien vous pouvez envoyer au collectif une fiche technique qui va vraiment reprendre l'analyse nutritionnelle de vos plats et qui va donner des détails sur la recette, l'enchaînement des étapes, etc. Et une fois que nous on réceptionne ces fiches, on les classe, on désigne des gagnants. Il y a 3 gagnants côté salé et 3 gagnants côté sucré. Et les gagnants se voient remettre des prix en main propre lors d'un congrès qui aura lieu en avril 2027. On a aussi une autre opération qui met vraiment en avant le rôle de l'activité physique adaptée dans la prévention et la prise en charge de la dénutrition. C'est une opération qu'on mène depuis la première édition de la semaine avec Ciel Bleu, l'opération Petit pas grande victoire, tous unis contre la dénutrition. Grosso modo, pendant cette opération qui prend place pendant la semaine, il y a des milliers de séances, des milliers d'heures de séances d'activité physique adaptée qui sont proposées par des animateurs Ciel Bleu et par des éducateurs de Ciel Bleu et qu'ils adossent à un message de sensibilisation à la dénutrition. Donc nous, on en est absolument ravis parce que c'est une très grande opération et c'est aussi un thème duquel vous pouvez vous inspirer pour mener des actions, le thème de l'activité physique adaptée et de la pratique sportive dans la lutte contre la dénutrition. Alors, je vous ai rappelé brièvement la méthode pour cuisine ouverte, et notamment pour déposer votre action. Vous devez d'abord vous identifier sur la plateforme et remplir les champs correspondants. Puis ensuite, au moment de déclarer votre action dans le formulaire de labellisation, vous cochez la case cuisine ouverte, préparez votre action. Et puis après la semaine nationale, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous remplissez le formulaire dédié et vous l'envoyez pour pouvoir participer au concours cuisine ouverte. Je vous ai mis sur cette diapositive quelques exemples de recettes qui ont été réalisées en 2025. Donc, vous voyez, ça donne de très belles assiettes, hein, c'est très appétissant. Il y a eu un peu plus de 900 projets d'action labellisés cuisine ouverte. Et parmi ces 900 projets d'action, on a eu une trentaine de participants au concours, donc qui nous ont envoyé leurs fiches techniques, leurs photos, etc. Donc, vous voyez, l'année dernière, le thème de l'opération cuisine ouverte, c'était le chou sucré et le chou salé. Et ça a donné de belles recettes. Alors, en plus de ces 2 opérations, le collectif propose aussi un programme de webinaire thématique avec des professionnels chevronnés sur tous les enjeux de la dénutrition. Alors l'année dernière, on a eu une quinzaine de webinaires à peu près et ça a vraiment traité d'une multitude de sujets, que ce soit la dénutrition et la santé mentale, que ça soit l'alimentation et la fin de vie, les troubles de la déglutition, des enjeux éthiques de la dénutrition, la santé bucco-dentaire et le rôle dans la prévention de la dénutrition, le rôle des aidants, le portage des repas, etc., etc. Voilà, c'est vraiment très très large. Je vous ai mis le programme de la semaine qui s'affiche juste ici. Vous voyez, les cases bleues, ce sont les webinaires qui ont été donnés. Vous voyez, on a aussi donné des webinaires avec les partenaires du collectif, que ce soit la Fédération nationale des orthophonistes, que ce soit la CNAV, France Alzheimer. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. On a eu de nombreux inscrits, un peu de 6 000 inscrits au webinaire en 2025, et on espère en avoir autant ou encore plus cette année. En tout cas, tous ces webinaires sont accessibles au grand public. Vous pouvez vous y inscrire vous pourrez vous y inscrire dès qu'on sortira le programme, qui devrait sortir à la mi-septembre.
Pour retrouver le programme, eh bien, je vous invite à suivre les actualités du collectif sur LinkedIn ou en vous inscrivant à notre newsletter. Et vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires du programme 2025 sur la chaîne YouTube du collectif. En plus de ça, l'année dernière, c'était une année de déploiement du label Établissement Gourmand. Alors, c'est un label qui se destine aux EHPAD et aux résidences autonomie également, et qui a vraiment pour ambition de mettre en avant tout le travail de la restauration et du secteur de la restauration collective qui est fait pour proposer du beau, du bon et du sain. L'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir réconcilier la gastronomie et puis la restauration collective. Et donc, les établissements qui souhaitent obtenir ce label, qui souhaitent concourir pour l'obtention de ce label, doivent remplir un fichier de candidature avec des critères qui suivent quatre axes principaux, que sont la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Une fois ces dossiers de candidature remplis et analysés par le collectif, eh bien, les établissements seront audités en présentiel par des chefs qui viendront, voilà, donc sur place et qui reprendront le cahier des charges. Et les établissements qui le remplissent, qui remplissent les critères, eh bien, se verront décerner le label établissement gourmand. Donc, voilà, c'est un processus euh, un peu long, hein, mais qui vaut vraiment le coup si vous souhaitez mettre en avant les efforts de vos cuisines. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le label établissement gourmand en vous rendant sur le site du collectif qui s'affiche juste à l'écran et que je vous remettrai dans le chat un peu après. Alors maintenant que je vous ai présenté les grandes opérations thématiques qui sont proposées à l'occasion de la semaine, je voudrais vous détailler les outils que le collectif vous propose pendant la semaine de la dénutrition et surtout comment les commander. Alors, l'outil principal d'inscription qui vous permet de participer à la semaine, c'est la plateforme de labellisation et de commande. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir tout faire, vous inscrire, déposer votre action et commander vos kits de communication. C'est une plateforme aussi qui permet pour nous de recueillir des données. Donc, c'est assez important que vous puissiez déclarer vos actions si vous en menez. Alors concrètement, hein, le principe, c'est que vous allez vous enregistrer sur la plateforme avec votre numéro SIRET. Et avec ce numéro SIRET, vous pourrez y revenir à tout moment pour modifier vos commandes ou pour modifier vos actions. Si vous êtes déjà enregistré l'année dernière pour la précédente édition de la semaine, votre SIRET a été conservé, donc vous n'aurez pas besoin de saisir les détails de votre établissement. Vous arriverez directement sur l'espace de labellisation de vos actions et de commande des kits. Cette année, les kits sont composés de plusieurs outils. On a donc les flyers thématiques, le flyer d'autodépistage parade, les flyers accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux qui se destinent principalement aux médecins et aux pharmacies, le carnet de suivi de points en oncologie, une affiche pour le secteur de la restauration collective, une affiche A3, des badges officiels de la Semaine nationale de la dénutrition à destination des professionnels ou même du grand public, et puis le nouveau-né 2026, le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires. Alors, pour commander vos kits, il faut noter cette petite date butoir qui est le 25 septembre. Pourquoi le 25 septembre? Pourquoi en amont de la semaine? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin d'un certain temps pour pouvoir imprimer et faire envoyer les kits de communication à l'ensemble des établissements, des services qui le commandent. Donc, vous pourrez continuer à déposer des actions après cette date, mais si vous voulez commander vos kits et votre matériel de communication, eh bien, c'est vraiment à faire avant le 25 septembre. Alors, je vous ai remis ici le détail de la procédure pour vous inscrire, pour déposer votre action et pour commander vos kits de communication. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour vous inscrire, il vous faut saisir votre numéro SIRET et saisir les informations relatives à votre établissement si vous ne l'avez pas déjà fait l'année dernière. Pour labelliser votre action, eh bien, vous cliquez sur le bouton Nouvelle action et une fois que vous l'aurez déposé, vous recevrez un mail de confirmation qui vous confirmera la bonne prise en compte de celle-ci. Et une fois votre action labellisée, eh bien, vous recevrez un mail de confirmation et vous pourrez alors utiliser le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition. Et sachez que vous pouvez déposer des actions, revenir modifier vos actions jusqu'au 20 novembre, donc c'est jusqu'au dernier jour de la Semaine nationale de la dénutrition.
Pour commander vos kits, vous devez enregistrer une action. Vous devez d'abord déposer une action et ensuite vous cliquez sur passer aux commandes et vous choisirez les éléments que vous souhaitez recevoir. Alors vous allez tous recevoir un kit de base hein, avec un flyer grand public, une affiche, enfin les affiches officielles de la semaine de la dénutrition et puis le flyer Falk. Mais en plus de ça, vous pouvez compléter avec les éléments que je vous ai présentés un peu avant, avec des quantités qui correspondent donc à vos besoins et à ce dont vous souhaitez et auprès du nombre de personnes que vous souhaitez communiquer. Et puis une fois que vous avez choisi votre matériel de communication, vous enregistrez votre commande en donnant le plus de détails possible sur les modalités de livraison pour faciliter le travail d'acheminement. Et puis une fois votre commande enregistrée, vous recevrez un mail de confirmation euh, pour la bonne prise en compte de votre commande. Et vous avez donc, voilà, je le redis, mais jusqu'au 25 septembre pour commander vos kits de communication. Alors, qu'est-ce qu'on met à disposition comme outil à la commande? Eh bien, vous avez donc les trois flyers thématiques, un flyer à destination du grand public, un flyer à destination des soignants, un flyer à destination des acteurs du domicile, qui, du coup, ont un discours qui change un peu en fonction de la cible, bien entendu, mais qui globalement reviennent sur ce qu'est la dénutrition, comment la repérer, comment la prendre en charge et comment la prévenir. Et donc, en fonction, voilà, des acteurs à qui se destinent ces flyers, vous trouverez des données plus ou moins précises. Vous avez aussi le flyer en FALC, en facile à lire et à comprendre. Donc ce flyer, c'est la traduction stricto sensu du flyer grand public et il permet à des personnes qui ne parlent pas correctement le français pour quelque raison que ça soit, de comprendre simplement avec un système de pictogrammes les enjeux de la dénutrition, donc ce que c'est, comment on reconnaît une personne dénutrie et quels sont les risques pour les personnes dénutries. Vous avez donc le flyer d'autodépistage Parade, qui est un flyer assez pratique à distribuer euh, ou à placer en salle d'attente. Le flyer Parade, c'est un flyer qui permet, avec quatre questions simples et une somme de pictogrammes, d'évaluer le risque nutritionnel éventuellement encouru par une personne. Donc, soit il n'y a aucun souci et la personne peut continuer à s'alimenter de cette manière, soit en effet, les réponses montrent qu'il y a un risque nutritionnel encouru et donc le flyer incite à aller consulter. Le carnet de suivi de poids en oncologie, c'est un carnet qui se destine principalement aux professionnels et aux patients qui suivent des traitements anticancéreux, puisque ces personnes sont particulièrement exposées au risque de nutrition et que la variation du poids, c'est vraiment un indicateur clé dans la prévention et le dépistage de la maladie. Pas que chez les personnes qui suivent des traitements anticancéreux, mais de manière générale, la pesée permet vraiment de prévenir la dénutrition, ou au moins de la repérer. Vous avez également l'affiche restauration collective qui vient en complément du guide d'action de la restauration collective. C'est une affiche A3 et elle s'adresse aux cuisines collectives et elle donne des conseils simples pour faire du repas un soin à part entière. Et puis en plus de ça, vous avez les badges officiels de la semaine nationale pour les professionnels et pour le grand public, sans distinction des deux. Il y a aussi les fiches d'aide à la prescription, à la délivrance des compléments nutritionnels oraux. Donc ces fiches, elles sont parties d'un souhait, c'est vraiment d'accompagner et proposer des bonnes pratiques dans l'utilisation, dans la prescription des compléments nutritionnels oraux. Donc il y a un retour sur les modalités de prescription, quelle est la bonne temporalité. Il y a une fiche de conseil qui est destinée au patient aussi, pour le guider, pour l'accompagner dans sa prise. Puis vous avez également un pense-bête avec les équivalents et l'apport nutritionnel des CNO les plus communs. Il y a également le flyer sur l'aide au repérage des troubles des conduites alimentaires, donc qui va sortir cette année très prochainement, et qui euh, se destine plutôt aux professionnels et a pour ambition de proposer de lister en fait les signes qui peuvent faire penser ou qui peuvent laisser présager qu'une personne est atteinte de troubles des conduites alimentaires. Et pourquoi les troubles de conduite alimentaire? Eh bien, tout simplement parce que la dénutrition en fait partie. Donc, vous voyez, vous avez notamment un bonhomme qui reprend les signes cliniques qui peuvent alerter en cas de troubles des conduites alimentaires. Donc voilà, c'est un flyer qui sera disponible à la commande et que vous pourrez également
et que vous pouvez également consulter en amont sur le site du collectif. Alors, je vous ai remis rapidement la répartition des commandes, hein, mais vous pouvez voir que le flyer parade a été fortement plébiscité en 2025 et qu'il y a eu aussi beaucoup de flyers soignants qui ont été commandés et puis les flyers aidant aide à domicile également. Et il y a un petit peu moins d'outils d'outils destinés aux professionnels du premier recours, hein, que ce soit les flyers CNO ou euh, ou les flyers CNO pour les médecins, par exemple, mais c'est normal, on arrive un petit peu moins à toucher ces populations-là, mais ça fait partie, bien entendu, de nos objectifs. Alors, en plus de ces outils qui sont disponibles à la commande, il y a aussi d'autres outils complémentaires que vous pouvez retrouver sur l'Académie des nutritions ou le site du collectif. Ce sont donc l'ensemble des guides d'action qui se destinent aux résidences autonomie, à l'hôpital, aux EHPAD, aux CPTS, aux personnes atteintes de cancer, aux professionnels accompagnant les personnes atteintes de cancer. Il y a vraiment des guides d'action qui sont conçus pour tous les secteurs et puis pour une grande partie et puis pour différentes situations. Ces guides d'action, ils sont intéressants puisqu'ils proposent vraiment des bonnes pratiques. Et puis, ils donnent aussi des exemples d'actions qui peuvent être menées à l'occasion de la semaine de la dénutrition. Et donc, ces guides sont consultables. Vous pouvez les feuilleter numériquement sur le site du collectif sans aucun souci. Alors en 2024, on a développé avec la CNAV une campagne de communication dédiée aux aides à domicile, parce que les aides à domicile hein, sont des professionnels ou non d'ailleurs, mais qui sont régulièrement en contact avec des personnes à risque. Et donc cette campagne de communication numérique, elle mettait l'accent sur quatre indices, que sont le contenu du frigo, la taille des vêtements, le temps passé au lit et la montée des escaliers. Quatre indices qui doivent alerter sur un potentiel risque encouru par une personne. Donc ces affiches-là, en fait, vous pouvez tout simplement les télécharger et les réutiliser, soit en les publiant, soit en les imprimant également, si vous le souhaitez. On a également développé une vidéo en motion design qui met en scène Paul, un retraité dénutri dans des situations du quotidien. Donc c'est une vidéo qui est assez ludique et qui permet d'identifier concrètement à quoi ressemblent les signaux d'une personne dénutrie. Vous avez un format adapté à tous les réseaux sociaux si vous souhaitez la diffuser sur les réseaux sociaux et elle est donc téléchargeable sur le site du collectif également. Voilà, alors pour vous retrouver toutes ces ressources, vous pouvez vous rendre sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est une plateforme de ressources accessible à tous pour s'informer donc sur la dénutrition. Vous y retrouvez l'ensemble des outils que je vous ai cités auparavant, mais pas que. Il y a aussi des fiches, il y a aussi des replays, il y a aussi des rapports, il y a aussi des podcasts. C'est vraiment une académie qui centralise toutes les ressources qu'on peut trouver sur la dénutrition. Donc n'hésitez pas à aller la consulter dès que vous pouvez. Alors pour suivre et contacter le collectif, eh bien c'est assez simple. On est très actif sur LinkedIn et également via notre newsletter. Donc si vous souhaitez par exemple avoir le programme de webinaire, eh bien je vous invite à consulter ce que fait le collectif et éventuellement à nous suivre. Et puis la newsletter, vous avez la possibilité donc de vous y inscrire en saisissant votre email dans la page, dans l'onglet s'inscrire sur le site web du collectif. C'est la première barre qui apparaît tout en haut de la page. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat ou éventuellement lever la main et on y répondra avec grand plaisir. Bah, déjà, je voulais féliciter tout le monde parce qu'il y a eu plus de 380 actions en Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, en 2025. Hein. Vous êtes dans les régions bien représentées. Et donc, c'est peut-être que cette année, on a des nouveaux partenaires, des nouveaux interlocuteurs qui pourront aussi inscrire leurs actions de la semaine. C'est important de ce qu'a dit Alan Fossani, c'est-à-dire que vous faites probablement des actions régulièrement dans l'année et la semaine de la dénutrition, c'est vraiment le moment de les valoriser.
Vous n'avez pas forcément besoin de faire spécialement beaucoup d'actions pendant la semaine. Bon, nous, on serait content si vous le faisiez, mais c'est pas toujours évident. Pendant la semaine, ce on aimerait bien que vous fassiez, c'est faire au moins de la communication, des affiches, distribution de flyers, etc. Mais d'autres actions qui ont été faites dans l'année peuvent être labellisées aussi à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des difficultés peut-être à nous faire remonter qui nous permettraient d'avancer un peu? Alors, je vois qu'il y a des gens qui travaillent en EHPAD, dans les CPTS aussi, des diététiciens. Bonjour. Je crois qu'on peut libérer les micros, non? Ils peuvent être ouverts là? Oui, en fait, il faut l'autoriser par participant en cliquant sur autre option euh, et autoriser le micro. Mais je vais le faire. Hop. Madame Bertulotti, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez activer votre micro. En attendant, je mets dans le chat du webinaire l'ensemble des liens utiles qui vous permettront d'accéder aux ressources mentionnées, que ça soit la plateforme officielle d'inscription à la semaine ou les différentes ressources, les outils qui ont été présentés. Eh bien, en attendant que Madame Bertolucci arrive à ouvrir son micro, parole à Kerstin Bousseau. Vous pouvez prendre la parole. Allô, oui, bonjour, vous Oui, m'entendez? Oui. Voilà, oui, très bien. bonjour. Oui, donc déjà merci pour ce webinaire et je prends connaissance pour la première fois, pourtant ça fait plusieurs années qu'on s'inscrit dans la semaine de la dénutrition. Je prends connaissance des outils, donc ça c'est une nouveauté que j'apprécie puisque nous sommes dans une structure d'aide à domicile, donc il y a des fiches qui vont nous être utiles. Notre action généralement est tournée toujours vers nos bénéficiaires de services. Et forcément, on connaît les problèmes de la dénutrition au quotidien. C'est nos salariés qui repèrent d'habitude. Donc, effectivement, les sensibiliser à le repérer au plus vite, c'est toujours un sujet d'actualité. Et nous, cette année, juste un petit témoignage, donc on met l'accent aussi sur la convivialité, parce qu'à domicile, le problème, c'est souvent la solitude de la personne au moment du repas. Et donc, pour nous, cette année, ou la semaine de la dénutrition, est toujours sous le signe de la convivialité, comment on peut aussi proposer des actions collectives qui réunissent les personnes autour de la table, puisque c'est aussi une des causes d'une dénutrition à domicile. C'est la solitude. Et vous Voilà. arrivez à faire ça, de rassembler plusieurs personnes qui ont besoin d'aide professionnelle autour de la même table? Et c'est justement nos actions, ça fait 2 ans là, donc l'année dernière on a eu un grand succès avec un repas cuisiné collectivement et donc en présence de l'auxiliaire de vie forcément qui assure l'accompagnement et le retour à domicile. Mais ce moment-là est très apprécié et donc on va renouveler cette année cette expérience-là. Eh ben ça, c'est vraiment très chouette. Vous pouvez le valider et en plus, on veut bien que vous mettiez une photo sur LinkedIn qu'on pourra diffuser parce que c'est une initiative vraiment intéressante de montrer Mm. que c'est possible je suis sûre que ça fait vraiment plaisir aux bénéficiaires. Voilà. Et donc l'année dernière, donc cette année, c'est pas le but de la chose, mais on avait même travaillé en collaboration avec notre fournisseur des repas, donc on a un service de portage de repas, pour montrer aussi qu'on peut rendre ce repas qui souvent arrive dans une barquette en plastique, qui est froid, qui n'est pas très alléchant, mais qu'on peut travailler la présentation et donner un peu plus envie de le manger. Et on a cuisiné autour du plat principal fourni par notre fournisseur. Donc,
C'est Oui, c'est aussi parfait. rendre voilà, quelque chose qui parfois est prévu ou considéré comme une contrainte, se contenter d'un service de portage de repas, mais ça peut être quelque chose finalement qui peut donner envie. Voilà. Oui, oui, c'est Donc, ça. Puis après, c'est quelque chose aussi très important à valoriser auprès de l'entreprise qui fait les portages des repas, parce que pour eux, des fois, c'est un peu aussi désincarné d'envoyer des repas. S'ils voient les gens les manger ensemble, c'est tout à fait une autre histoire. Mm. tout à fait. Tout à fait. Et donc, Donc, ouais, bon, c'est une l'idée, belle c'est de initiative. dédramatiser, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors, pour Madame Bertolucci, donc son micro ne fonctionne pas, mais vous avez une difficulté à suivre l'ensemble des webinaires lors de la semaine. Bien sûr, vous êtes sur le terrain, je comprends très bien. Prévoir des webinaires à destination des pros un peu plus tôt. Alors, l'objectif un peu, c'est d'afficher un programme de webinaire pendant la semaine. Pour autant, ces webinaires sont accessibles en replay et vous pouvez les suivre soit pendant la semaine, soit après. Et comme ça, vous pouvez suivre l'ensemble des webinaires. C'est vraiment c'est vraiment fait pour être vu en replay et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'inscrits, mais il y a une partie de ces inscrits qui ont vu les webinaires après. Mais j'entends aussi votre demande de les faire un peu plus tôt. Mais en fait, ce qu'on fait un peu plus tôt, c'est la réunion comme aujourd'hui, où justement on parle des outils, de qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine. Et ça, c'est pour ça, on fait en fait, entre guillemets, notre tour de France en juin. Et ça permet de sensibiliser et de permettre aux professionnels de commencer à se projeter dans une action. Mais à un moment, bien sûr, en juin, ce n'est pas tout de suite que vous allez tout faire, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour des outils ou pendant l'été. Et puis, comme ça, vous pourrez préparer une action avec le temps de le faire, quoi. L'accès replay systématique, si nous sommes inscrits, mais que nous ne nous connectons pas. Oui, vous n'êtes pas obligé de vous connecter le jour J. Vous avez accès au replay de toute façon. Donc ça, En c'est fait, important. les replays sont envoyés automatiquement à toutes les adresses mail qui sont inscrites au webinaire. Donc en fait, si vous vous inscrivez simplement à ce webinaire, vous recevrez le replay de toute façon que vous soyez présente ou pas. Comme ça vous laisse le temps de faire ça quand vous êtes disponible, bien sûr. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres personnes qui ont fait des actions l'année dernière ou justement qui n'en ont pas fait l'année dernière et qui aimeraient en faire cette fois-ci? C'est aussi important. Là, je vois une question, sinon entre-temps, des supports d'ateliers collectifs autour de la dénutrition à réaliser avec les patients. Et donc, vous êtes dans une clinique. Alors, ce qu'on a, c'est des jeux, en fait, sur la dénutrition qui ont été le plus souvent formatés pour des professionnels, mais qui peuvent être aussi formatés pour des patients. J'ai vu des ateliers avec, par exemple, des réflexions autour des groupes d'aliments. Euh, et ça doit pouvoir se trouver quelque part. Et puis, sinon aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir un repas? Ah, il y a peut-être quelqu'un qui pourra nous répondre. Madame Varro, il faut enlever votre micro. Il faut ouvrir votre micro, si vous pouvez. Sinon, donc, des ateliers collectifs, ça peut être autour d'outils que vous commandez, ou ça peut être autour de, si vous êtes, voilà, Alan vient de vous mettre des exemples de jeux. Et sinon, travailler sur les groupes d'aliments, il faut peut-être une diététicienne pour justement discuter comment on compose un repas, quels aliments sont importants pourquoi c'est important de manger. Mais les ateliers collectifs, c'est vrai qu'on n'a pas trop produit d'outils spécifiques, nous, mais il y en a d'autres. Je
pense que vous pouvez en trouver sur Internet. Mais c'est une bonne idée pour l'année 2027 de créer des outils pour ça. Mon micro est ouvert, je peux y aller? Bien sûr. Bonjour, madame. Bonjour. Alors moi je suis en région Occitanie, hein. Je me suis connectée chez vous aujourd'hui parce que je n'étais pas disponible sur la partie Occitanie. C'était juste pour dire que cette année, bon nous on participe à la semaine européenne de la vaccination. Je suis dans plusieurs maisons de santé, je suis coordinatrice des maisons de santé. Et bon, on fait de la sensibilisation avec on fait les commandes avec tous les flyers, kakémono. Et cette année, dans une des maisons de santé, on a un protocole de nutrition aussi qu'on fait vivre chaque année. Et on a pris la décision de consolider les prescriptions de CNO. Et on va mettre en place au niveau de la maison de santé une orientation systématique à notre diététicienne qui est associée de la maison de santé pour qu'elle puisse faire le bilan préalable à la prescription de CNO et comme ça conseiller plus les médecins, même si les médecins, donc, je leur ai déjà montré les nouveaux flyers qui ont été faits, tous les outils que vous avez déjà faits, mais c'est assez complexe quand même pour prescrire ça en consultation. Donc, on va faire une prescription prise en charge, consultation diététique prise en charge par la maison de santé préalable, comme ça qui va permettre de consolider la prescription de CNO initiale. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérience pour dire ce qu'on allait mettre en place. Oui, c'est intéressant. En fait, il y a une question autour des bonnes pratiques des compléments nutritionnels oraux. C'est-à-dire que ce sont des outils, entre guillemets, des produits intéressants pour lutter contre la dénutrition, pour faire manger un peu mieux des personnes qui ont très peu d'appétit. Mais ça ne doit pas être le seul traitement, quoi. C'est vraiment une prise en charge multifacette, pluriprofessionnelle. Et quand je vous parlais de consolider la prescription, je pense que c'est un peu de bonnes pratiques que vous voulez parler, c'est ça? Exactement. Exactement, parce qu'on se rend compte quand on a présenté les flyers, quand on regarde tout ce qu'il faut voir tout ce qu'il faut analyser pour prescrire le bon CNO, pour s'assurer effectivement de la bonne observance, tout ça, on s'aperçoit que ben, les médecins ont plus le temps enfin, ils se sentent même dépassés pour pouvoir le suivre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on veut au moins cette partie-là, et puis ça permettra de faire un bon repérage des apports et du bon choix du bon CNO. C'est un des éléments nouveaux qu'on met en place cette année. Eh ben, c'est très intéressant. Ce sera intéressant que vous nous fassiez un petit retour sur ça aussi, parce que c'est Oui, vraiment… comme chaque année, j'inscris nos actions sur le site et je le marquerai en retour d'expérience. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Ça pourra, peut-être qu'on reviendra vers vous pour voir quels outils vous avez utilisés et comment vous avez pu Là, faire pour le diffuser. moment, Oui. Pour le moment, j'ai utilisé aussi un des outils que vous avez mis à disposition, qui était un petite fiche d'information, enfin d'aide pour le patient, mais qui était destinée au pharmacien. Donc, je l'ai prise, je l'ai remis sous Word et je l'ai j'ai adapté quelques questions à ce que va faire la diète, en disant que le patient serait rappelé par la diététicienne dans les 10 jours. Voilà, j'ai adapté ce petit document pour l'utiliser. Voilà. C'est très intéressant. Ben, vous nous raconterez votre expérience. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a il y en a parmi vous qui ont fait des actions en ville? On est beaucoup dans les EHPAD, les structures et tout, et ce qui est bien normal, c'est là que se rassemblent les professionnels et que c'est un bon lieu pour faire des actions. Mais c'est vrai que j'avais entendu parler à un certain moment d'actions qui avaient été faites sur des marchés au sein des villes. Et donc ça peut être aussi intéressant. C'est un moment où on pense alimentation et où il y a quand même des gens de tout âge, et y compris avec des problèmes de santé, qui peuvent se renseigner. Oui, allez-y, Madame Varro. Oui, non, nous, on a fait une action. Alors, donc, maison de santé, on est un peu en ville. On a fait une action aussi avec nos centres, les centres socioculturels ou les CCM, voilà, dans le cadre des Semaines Bleues, qui sont sur les personnes. Là, on n'est plus sur l'âge. Et là, on tient des stands aussi sur la sensibilisation à la nutrition pour les personnes qui viennent lors des forums qui sont mis en place par le centre de la commune. Eh ben, si vous avez fait ça pendant la Semaine Bleue, vous pouvez faire labelliser cette action. Ça donnera des idées aux autres. OK.
Je À rajoute. l'hôpital aussi, on utilise la semaine nationale de la sécurité des patients pour parler de dénutrition. Et donc, profiter des autres événements, c'est une bonne chose pour parler de dénutrition. Il y a souvent des liens. Oui. Et après, nous avons Madame Saint-Martin qui est dans une CPTS du Lot-et-Garonne et souhaitons sensibiliser les assistantes de vie, en particulier à l'UNA, sur l'importance du repas et la composition en faisant des ateliers. C'est une excellente idée. Les assistantes de vie sont celles qui sont au plus proches des personnes qui sont soit à risque de dénutrition, puisqu'elles ont besoin d'aide dans les actions de la vie quotidienne, soit déjà dénutries. Et la composition des repas et parler d'alimentation, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, on a fait des outils spécialement pour les assistantes de vie, Alan? Je ne me souviens pas. Non, je crois pas. Il me Mais semble ça aussi, pas. ça peut être une idée avec justement potentiellement au moment, dans le cadre de la CPTS, d'avoir un moment un peu justement aussi autour de potentiellement de jeux de sensibilisation adaptés à ce public-là. Ça peut être intéressant. Et vous êtes très reconnaissant parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, la grande majorité des actions de la semaine de la dénutrition, c'est les hôpitaux et les EHPAD, et on en a vraiment besoin, mais on regrette un peu justement qu'on n'ait pas encore beaucoup d'actions en ville. Et donc, le fait qu'il y ait des CPTS qui s'engagent, pour nous, c'est vraiment bien. C'est là que sont la majorité des personnes dénutries, elles sont à la maison. Merci beaucoup. D'autres retours d'expérience? Questions? Ces échanges, pour nous, c'est important parce qu'on voit en effet des bonnes idées, des outils qui manquent, des choses comme ça. C'est bien le moment d'en parler. Bon, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour, comme on dit. En tout cas, merci à tous de vous être connectés et puis merci par avance pour ce que vous ferez en novembre et vous pouvez commander vos outils déjà. Merci. Merci à tous et merci à toutes. Et merci aussi à l'ARS Nouvelle-Aquitaine et au Sérénut de nous avoir accompagnés dans l'organisation et dans le relais de ce webinaire. Et donc, vous recevrez ce webinaire en replay automatiquement. Parfait. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci.